Comment ça va, Sandro? Eh ben ça va très bien et toi Mathis? Bah écoute, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier podcast, l'épisode 0. Exactement. Si on peut parler d'épisode, puisque c'est pas encore une série. On se retrouve aujourd'hui en début 2026 pour parler d'investissement financier, pour parler de ce que font les Français, ou plus particulièrement dans le cadre français, ce qu'on peut faire. Donc si ça te va, on va rappeler un peu le plan. Où d'abord je vais vous donner quelques chiffres de l'INSEE sur l'investissement des Français en général, et après on partira sur une discussion sur chaque classe d'actifs, entre guillemets. Donc pour reprendre les chiffres de l'INSEE, les sources normalement sont à l'écran. Les Français économisent du coup en moyenne 17% de leur revenu brut, donc de leur salaire brut par mois. Et cet investissement est divisé, on peut le diviser en 4 classes d'actifs. 30% des parts de l'épargne sont mis sur le livret A et sur le LDD, 35% sur l'assurance vie, 20% sur le numéraire et le dépôt, 10% sur l'action et les titres, et les obligations du coup j'imagine, et 5% sur l'épargne retraite PER. Ça fait 5, j'avais dit 4, je ne sais pas compter. Y a pas de souci. Si je puis me permettre juste pour compléter, c'est le LDDS d'une manière générale, pour livrer développement durable et solidaire. Maintenant qu'on a vu un peu sur quoi les Français investissaient, est-ce que déjà dans un premier temps tu aurais quelque chose à dire sur ces 5 classes d'actifs? Alors en premier lieu, oui effectivement, ce qu'on peut dire c'est que la France est championne européenne en matière d'épargne, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, hein, parce que ça veut dire que concrètement, on s'attend entre guillemets au pire d'un point de vue économique et donc on ne fait pas travailler cet argent-là finalement. Tu es en train de dire que ça reflète la peur des Français vers l'avenir. Absolument, oui. Et ça reflète également une mauvaise éducation en fait, des Français, bien que c'est en train de changer. Par exemple, si on prend les Allemands, eux, ça fait bien longtemps que si on parle d'ETF à 10 personnes dans la rue, il y en aura au moins 2 ou 3 qui vont vous répondre C'est vrai que de là, savoir ce que c'est. si au repas de famille à Noël, si tu parles d'ETF, on te prend pour un Ah geek oui, en France. t'as un alien et un joueur de casino, alors que on pourra le voir plus tard, c'est quand même quelque chose d'absolument important. Donc effectivement, oui, tout ce qui est livré, c'est donc de l'épargne de précaution, de l'épargne de sécurité, ça ne fait pas du tout travailler l'argent. D'ailleurs, si on fait un petit plan, un petit recul, on se rend bien compte qu'en fait, en comparant le taux du livret A avec le taux de l'inflation, au final, on peut gagner de l'argent annuellement, mais on de perd l'argent surtout. en pouvoir d'achat. On gagne de l'argent, mais on perd en pouvoir d'achat. En fait, Oui, parce que l'argent est dévalué à cause de l'inflation. Exactement. Là, actuellement, le livret a été revu à la baisse. Lors du Covid, il était monté à 3%, si je me dis pas de bêtises. Peut-être. Là, il est redescendu à 1,5%. L'inflation est généralement au-dessus. Oui. Alors, hors période de crise, généralement, c'est en dessous des 5%, mais supérieur quand même à environ à peu près 2%. Donc, chaque année, quelqu'un qui aurait mis tout son argent sur le livret A perd 0,5% théoriquement. En tout cas. Oui, absolument. Oui. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que les Français pensent bénéfique, le livret A. Oui, mais que tout financier digne de ce nom, alors il faut d'ailleurs le rappeler, on n'est pas financier. Absolument, exactement. On est étudiant encore. On est deux étudiants qui s'intéressent au sujet. Nous n'avons absolument aucune accréditation ni certification auprès de l'autorité des marchés financiers, donc de l'AMF. Donc c'est bon, là, l'État, la police peut nous lâcher sur ce qu'on va dire. D'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé, mais selon une enquête de conjecture, donc ça c'est pas vraiment une enquête d'opinion, c'est de conjecture, mais en début 2026, donc c'est vraiment tout récent, les motivations sont triples pour l'investissement. Est-ce que tu sais lesquelles? Non. Du coup, tu en as dit quelques-unes déjà. Ça va être la retraite, j'imagine, Ouais. dedans. Le pouvoir d'achat. C'est pas dedans, mais je pense que c'est lié. Ça, forcément. Déjà, la retraite, tu l'as dit, tu en avais déjà dit une autre comme argument. Précaution. Oui, le matelas de précaution. Ouais, l'épargne de précaution, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est la retraite. Ouais. Et la troisième, c'est très très spécifique, je sais pas si tu veux le chercher ou pas. Ça doit être pour les études des enfants ou quelque chose comme ça, j'imagine. C'est un peu lié, c'est l'aide à la famille, l'aide familiale. Okay. C'est en gros transmettre un capital aux enfants pour les aider à accéder à la propriété généralement, qui est devenue assez compliquée
d'acheter oui. un bien Oh que oui. avec la crise immobilière qui est actuellement. Donc ça, c'est les 3 raisons principales. Ce qui est d'ailleurs très, très marrant. Oui, enfin, je trouve ça marrant, voilà, mais tout le monde ne trouvera pas ça marrant que les 2 raisons principales, donc que ce soit la précaution ou la retraite, normalement la retraite est garantie par l'État. Mais bizarrement, les Français sont très anxieux à ce sujet. Ah tiens, Euh, bizarre. voilà, peut-être qu'on bifurquera sur ce sujet si tu as On envie, pourra. mais voilà, pour l'instant, on va continuer sur les premiers types d'actifs Effectivement, épargnés par les Français, que sont en premier lieu l'assurance vie, avec 35%. exactement. Alors c'est vrai que l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale qui donne des intérêts, on va dire, donc fiscaux au bout de 8 années. On peut les Euh, rappeler du coup les intérêts fiscaux alors les intérêts fiscaux, qui, c'est qui sont que, une défiscalisation oui, de oui, tes c'est une gains. défiscalisation des gains. Concrètement, il y a dans la taxe que l'on va payer lorsque l'on va, par exemple, vendre des actifs et générer donc du gain. Il va y avoir tout ce qui va être prélèvements sociaux et tout ce qui va être impôt sur le revenu. Et c'est cette partie-là, impôt sur le revenu, qui va être exonérée au bout de 8 années. Également, l'assurance vie, c'est très prisé parce que ça a aussi un caractère de succession en fin de compte, parce qu'on a des abattements fiscaux qui interviennent également. Et ça peut aussi être une enveloppe dans laquelle on peut avoir de l'épargne en fait. Vous avez les unités de compte. Alors, je vais juste Ouais. reprendre la parole, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le rappeler, Ouais. mais je préfère commencer par la base. Tu es en train de parler de la taxation sur la plus-value. Oui, Parce que du coup, on le rappelle, en France on est taxé pas sur le capital, mais par an sur la plus-value qu'on a fait si on vend. pour l'instant. Pour Oui. l'instant, même si les discussions sur l'Assemblée nationale proposées par les socialistes ont proposé de taxer les plus-values latentes. Donc les plus-values Peut-être, qui ouais. ne sont pas encore dans notre poche, qui sont virtuelles, puisqu'on n'a pas encore vendu les titres. Mhm. Donc maintenant que ça s'est dit, tu veux continuer sur Oui, oui, absolument. Bon, sur l'assurance vie. très classiquement, en fait, vous avez donc dans l'assurance vie les fonds euros, unités de compte, et en fait, vous avez la capacité d'avoir, on va dire, de générer un gain très faible, qui a des pourcentages de l'ordre des livrets A, LDDS Tu aurais et le autres. chiffre en tête? Pas du tout, Ou une pas du tout. Je fourchette? crois que c'est 2%, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un peu plus que le livret A. Oui, après ça dépend des contrats, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de très sûr et c'est ce pourquoi la majorité des gens en fait s'orientent aussi vers l'assurance vie. Et encore une fois, je dirais même pas que c'est uniquement dû à cette sécurité-là, parce qu'en soi, c'est pas nouveau, hein, même si effectivement on est dans un contexte compliqué qui génère justement ce besoin d'avoir un sentiment de sécurité supplémentaire. C'est pas nouveau en fait que les Français aillent vers les assurances vie. Je dirais plutôt que c'est un manque de connaissances d'une manière générale de tout ce qui existe ailleurs. Parce que Et pour où rebondir sur ce que tu es ouais, en train de dire, on t'avait dit que l'éducation financière en France était pas terrible, comparé par exemple à notre voisin le plus proche, un voisin proche ouais, que peut être l'Allemagne, qui sont absolument. très éduqués. Un peu plus, ouais. Tu dirais du coup que le livret A, si on est vraiment éduqué financièrement, enfin le livret A, excusez-moi, l'assurance vie, Ouais. c'est pas quelque chose à prendre. Si, bien sûr. Je dis juste que on a tendance à aller directement vers l'assurance vie sans même considérer justement d'avoir un PEA ou un compte titre parce qu'on n'a pas, on n'a pas cette fibre entre guillemets de s'intéresser à d'autres choses qui existent. Et voilà, c'est juste par pure logique qu'on va aller vers ça. L'assurance vie, comme je dis, Ou alors par simplicité, oui, voilà, par de pas envie de simplicité. Et s'intéresser à l'investissement. il faut dire aussi que c'est. Alors, de plus en plus, c'est facile en fait d'accéder à cette connaissance-là. Il faut dire que si on revient 10 ans en arrière, c'était quand même vraiment pas simple. Parce que forcément, on fait confiance à notre banquier, alors qu'il ne faut pas oublier qu'un banquier, ça reste un commercial également, Qui euh, vend des produits. qui vend des produits. Voilà, son but premier, c'est lui de faire de l'argent. Après, c'est après vous, en fait. Enfin, après, c'est vous qui faites de l'argent. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'assurance vie a un rendement très faible, comparé à d'autres investissements, mais a des risques moins grands. Alors, ça dépend.
Ça dépend, encore une fois, ça dépend si tu es sur un fonds euro ou unité de compte. En fait, c'est un portefeuille qui a, entre guillemets, c'est comme si tu avais deux sacs. Tu as un sac qui est garanti, l'autre dans lequel tu peux justement investir dans des actions, des obligations, etc. En fait. Tu as cette part-là. C'est juste que tu as aussi des intérêts en termes de succession. Sauf que qui dit assurance vie dit gestion. Enfin voilà, tu es Par obligé la de banque. passer. Ou un courtier, banque en ligne, banque Enfin, physique un ou courtier. professionnel Voilà, de la finance. tu peux pas le faire entre guillemets. Enfin, si tu as la gestion libre, mais voilà. Tu peux avoir des frais supplémentaires plus conséquents que sur un PEA par exemple. C'est là où je veux en venir. Tu as bien fait de me corriger. Ce que je voulais dire, c'était que si tu mets ton assurance vie sur la bourse et les actions, le rendement est moins important que si tu l'avais mis directement sur la bourse et les actions, puisqu'il y a les frais de courtage qui te prennent une partie des gains. Alors j'ai envie de te dire, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Parce qu'en soi, que ce soit sur le PEA, l'assurance vie ou le CTO, donc le compte titre ordinaire, tu peux avoir ta gestion, soit une gestion, on va dire, déléguée. Donc c'est-à-dire que tu payes un professionnel pour qu'il arbitre sur ton portefeuille. Soit c'est une gestion libre et en gros, c'est toi qui as la main dessus, etc. Donc tu n'as pas ces frais supplémentaires si c'est toi qui arbitre, par exemple. Maintenant, après, bon, je ne suis pas un expert d'assurance vie, hein, clairement. Il faudrait regarder plus en détail effectivement quels sont les avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre. Maintenant, de ce que j'en comprends et de ce que j'en vois aujourd'hui, aller vers des PEA, aller vers des CTO, ça permet quand même d'avoir une facilité supplémentaire en fait. Au niveau justement de la gestion, au niveau de comment accéder. C'est moins une boîte noire, je trouve, que l'assurance vie. Après, des gens qui se sont plus penchés sur l'assurance vie me diront absolument pas, voilà, c'est pas du tout une boîte noire. Je dis ce que je sais, ce que je pense à mon niveau maintenant, quoi. Et comparé au livret A, par exemple, parce qu'en fait, le livret A, les gens le prennent comme de l'économie, mais l'économie de toute une vie. Pas généralement, mais on va dire qu'ils mettent quand même, ils aiment bien remplir le PEA jusqu'au max, le livret A jusqu'au max. Après, le livret A, il est au max à 22 950 euros, donc ça reste de belles économies, hein, qu'on se le dise. Alors, en tant qu'étudiant, mais au bout de 60 ans, Ouais, voilà, donc à un moment donné, on est obligé de passer sur autre chose, en fait. Sauf si on on met ouvre 60 plusieurs 000 euros sur le livrets compte A, courant. ou alors oui, Ah non, le livret A, non, tu peux pas. mais par banque, Livret A, c'est non, non, c'est un par personne en fait. Tu un n'as par pas le droit personne. d'en avoir deux. Autant pour moi. C'est comme Ok. le PEA d'ailleurs. Après, tout ce qui va être pour les différentes classes d'actifs, effectivement, on voit que l'épargne retraite est bon dernier avec le PER, Peut-être parce que du coup la retraite est normalement assurée par l'État. ou parce que aussi les gens commencent à s'y intéresser un peu tardivement également. C'est-à-dire que nous, on Penser à s'y l'avenir, c'est intéresse, pas voilà, cool. mais c'est vrai qu'il y en a qui commencent à penser à la retraite. Ils ont 35, 40, 45 ans parfois. Ce qui est bizarre parce que la deuxième cause, du coup, on le rappelle, de l'économie, c'est la retraite. Exactement. Mais ça, c'est une étude qui a été faite récemment. C'est vrai, 2026. Exactement. Donc c'est ça, c'est voilà, on voit notre croissance démographique diminuer. On voit également l'âge médian augmenter. Je rebondis sur ce que tu as dit, Bien sûr. mais la croissance démographique est négative depuis 2025. En 2025, c'était la première année en 80 ans où il y avait plus de morts que de naissances. Oui, mais On ce que je veux a, dire, je parle en termes de nombre d'enfants par femme. on est descendu sous les 1,8 si je dis pas de On est bêtises, à 1,66 de mémoire. On en est à 66. 1,66 Et et d'après du le coup des recherches, il faudrait 2,11, 2,1 2,1 effectivement, enfants pour par femme. avoir une société qui se stabilise à zéro. Exactement. Exactement. Et en fait, si on regarde un peu l'impact que ça peut avoir, il suffit de regarder du côté de la Corée du Sud, qui ont le plus bas, le taux le plus bas. Je crois qu'ils sont à 0,9 ou 0,8. J'aurais Et dit on le voit- Japon. Le Japon est pas très loin. Ouais. Le Japon est pas très loin, mais c'est la Corée du Sud qui est vraiment frappée par ce fléau-là, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas les seuls, mais majoritairement. Ouais. Mais du coup, alors actuellement, on voit juste des chiffres, mais on voit pas forcément l'impact. C'est vrai que cette baisse de la démographie pourrait amener beaucoup de difficultés financières dans le pays. Très clairement. Très clairement, parce que on en entend souvent parler, mais c'est le nombre de travailleurs par personne retraitée. Concrètement, aujourd'hui, on arrive à un seuil où ça devient très, très, très compliqué, en fait. On ne peut plus faire une retraite Par répartition. par répartition. Ouais, on est obligé de la compenser aujourd'hui. Et concrètement, il y a beaucoup, bon après, il y a beaucoup d'économistes qui vont un peu dans tous les bords, j'ai envie de dire, mais il y en a une bonne partie d'entre eux qui disent que la retraite par répartition, alors de un, elle n'est clairement pas suffisante.
Ça, c'est certain, même aujourd'hui, hein, en fait, hein, chaque année, pour en fait, avoir cette retraite par répartition, on est obligé d'endetter pardon, la France, en fait. C'est-à-dire que chaque année, juste pour la redistribution et pour payer les retraites, la France s'endette. Donc c'est de La l'argent dette qui ne de la vient. France qui, Ouais. pour rappel, frôle du coup à l'heure actuelle, encore une fois c'est les chiffres de 2026. À l'heure actuelle, la dette de la France devrait dépasser les 3650 milliards en 2026. Mais en tout cas, c'est beaucoup trop puisque c'est quasiment 117 ou 118% du PIB, Exactement. Ouais. On est à ce qui est l'un 113 à des, l'heure actuelle à peu près. ce qui est pas le taux le plus élevé au monde, pas le moins élevé au Oui, monde, ça ne veut mais pas qui dire qu'on commence est à être bien quand inquiétant. même. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais justement, tu parlais de la retraite par répartition qui était inefficace ou en tout cas pas Elle a suffisante, été pendant un temps, c'est juste que maintenant, parce que oui. la démographie était suffisante pour maintenir cette pyramide de Ponzi. Ça ne n'impacte que moi. Mais du coup, quelle serait l'autre solution, enfin en tout cas une des autres solutions à apporter à ce problème, puisque la retraite par répartition n'est plus tenable actuellement. Oui, clairement, en fait, on est obligé de compenser par des investissements que nous, on fait, nous, en fait. On est obligé de mettre de l'argent de côté toute notre vie. C'est ce qui se fait, en fait, Mais du coup, dans se beaucoup de pays. construire un capital. Exactement, se Pourquoi construire un ne pas capital. passer sur une retraite par capitalisation alors? Parce que, on ne peut pas passer de l'un à l'autre en 24 heures, forcément. Si on oublie les questions de mise en place, est-ce que ce serait quand même mieux ou moins bien un autre système? Il y aurait des avantages, des inconvénients? Si on veut vraiment s'intéresser à la question, on n'a qu'à aller voir du côté de nos amis américains comment ça se passe. Et à mon avis, voilà, Certains diraient que pendant des crises financières, beaucoup d'Américains sont à la porte. exactement. Donc Mais il y d'autres, a tout en fait quand on regarde. Aujourd'hui, le schéma voilà, qui se crée, ce serait plus une retraite par répartition avec un complément voilà, de retraite personnelle en fait. c'est ce que déjà l'État a mis ça en place pour les députés, et que pour les députés. La caisse par capitalisation des députés, en tout cas facultative mais par capitalisation, s'appelle la CAREP, donc C-A-R-E-P. C'est un régime facultatif par capitalisation et environ 60 à 70% des députés choisissent de cotiser à ce régime pour assurer un complément de revenus important à la fin de leur mandat. Aujourd'hui, en fin de compte, lorsqu'on regarde bien, même dans nos entreprises, hein, on a toujours un plan d'investissement long terme en fait. Hein, je vois que ce soit le PERCO ou autre, donc PER collectif. C'est quelque chose qui en fait se fait alors ça se fait depuis longtemps, mais disons que c'est de plus en plus pris au sérieux. L'avantage en fait du PER, pour passer rapidement dessus, c'est que selon votre tranche d'impôt, en fait, ce que vous allez investir dans un PER va vous permettre de se défiscaliser de ça en fait, donc de ce même montant. C'est-à-dire que par exemple si vous mettez Tu parles de la flat tax? non, là je parle vraiment du PER en fait, hein, du plan épargne retraite. Ouais. 5% de l'épargne des Français. Exactement, bon ça va augmenter à mon avis quand même. En fait si tu mets un certain montant dessus, si tu investis en fait, je sais pas, 1000 euros sur le PER, bah, tu as une certaine somme des 1000 euros, voire les 1000 euros, faudrait checker justement le pourcentage, qui est déduit de ta part fiscale en fait, de tes impôts. Donc en fait, ça te permet de sauvegarder cet argent-là. Alors cet argent-là que tu peux sortir uniquement sous condition, donc la mise à la retraite, ou décès d'un conjoint, ou situation très grave. De toute façon, les modalités sont disponibles sur les sites du gouvernement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans les contrats. Je vous Dans les invite liens. surtout à bien lire à chaque fois ce que vous signez et ce que vous acceptez. Absolument, absolument. Il faut faire gaffe surtout aux frais cachés. Revenons à la retraite par capitalisation. Oui. Même si l'État ne le met pas en place et continue avec sa retraite par répartition, tu as dit qu'il fallait, ou en tout cas de plus en plus de personnes voulaient se faire un complément de retraite par soi-même, par capitalisation. Que penser de la bourse, ou en tout cas ou de l'immobilier, ou des actions Alors, ici, en fait, la question, c'est comment est-ce que je peux préparer ma retraite concrètement? Quels C'est vrai sont que les j'avais axes? mal formulé. Non, mais c'est comment est-ce que je peux investir? Quels sont les... Parce que c'est vrai que quand on parle d'investissement, il y a des gens qui vont penser à l'art, il y a des gens qui vont penser à l'or, à la collection.
à la pierre. Il y a beaucoup de choses en fait hein, quand on y regarde. Maintenant, je ne vais pas parler de collection ni d'or ici parce que je n'y connais rien. Par contre, Je pourrais t'en parler un peu. ah bah avec plaisir. Par contre, l'immobilier, on peut en discuter un peu et surtout sur la bourse. En fait, la bourse, l'objectif en fait hein, de ce que je veux dire ici, c'est que la bourse c'est pas un casino, d'accord. À partir du moment où on en connaît un minimum de règles, il y a un minimum, on va dire, de lois à respecter. Ce que je veux dire par là, c'est comment bien gérer en bourse pour éviter justement tout tracas. Et j'ai envie juste de Ouais. compléter ce que tu dis, qui est très intéressant, hein, bien sûr, par une chose qui parlera un peu plus à ceux qui ont un esprit scientifique. Mais la bourse peut être approchée par des probabilités. Et au casino, on dit que le casino gagne toujours, puisque l'espérance, l'espérance mathématique, je vous renvoie à la définition, est négative. Ce qui veut dire que sur le long terme, tu es obligé de Ouais. perdre de l'argent. Mhm. L'espérance de la bourse, on peut la calculer, et l'espérance de la bourse est positive. C'est-à-dire que sur le long terme, en moyenne, on gagne de l'argent. Et du coup, bien sûr, ce n'est pas un casino, bien sûr, on peut perdre de l'argent. Sur un temps long, et si on parle en termes de probabilité, on a plus de chances de gagner que de perdre. Alors, ça c'est la théorie. Bien sûr, ça reste théorique. C'est la théorie. Maintenant, le truc, voilà, quand tu me parles de probabilité, on n'a pas besoin de faire des calculs de proba pour investir en bourse. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais juste rassurer là-dessus. C'était Oui, pour imaginer, j'entends. pour imager, oui. Absolument. Et c'est vrai, en fait, ça, même si on regarde juste le cours de la bourse de New York ou de Paris, historiquement, bon, ça fait 150 ans que ça existe, hein, ça fait pas 20 ou 30 ans comme les cryptos, par exemple. Concrètement, elle n'a jamais été en négative. Et alors, il est bien important de rappeler que les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Absolument. Cependant, des performances passées peuvent nous aiguiller et nous donner du grain à moudre pour nous faire notre propre avis sur la question. Par exemple, oui. Et c'est quand même intéressant de voir que les plus grandes fortunes dans le monde qui devraient vouloir garder leur argent le mettent sur la bourse. Absolument, oui. Voilà. Donc, Absolument. c'est pas un argument pour aller dans la bourse, mais c'est un argument qui permet d'avoir une autre vision, peut-être si on est contre ça. Ah, absolument. Absolument. Après, ouais, ce que j'entendais par n'a jamais été dans le négatif. Alors bien sûr, la bourse a diminué, hein. On a eu la Notamment crise de Wall Street, le choc pétrolier, le crise de subprime. 28, Exactement. 1928, 2008, subprime. Ouais, et choc pétrolier, je crois que c'était en 90-91, pardon, de mémoire, hein. À vérifier ça par contre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a une crise. Effectivement, les cours chutent concrètement. Crise de hein, Covid aussi. Oui, également. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'en fait, si on regarde sur un intervalle de 5 à 7 ans, entre le moment de la crise et justement 5 à 7 ans après, en fait, on remarque qu'on est revenu au taux d'avant, en fait. Alors, Donc en fait, la ça pourrait bourse... s'expliquer par, Ouais. du coup, après une crise, il y a beaucoup d'opportunités et surtout d'offres. Il y a de la reconstruction à Il y a faire. toujours une relance économique. Et quelque du part. coup, il y a une relance économique généralement. Absolument. Et il faut prendre cette crise comme une opportunité. Alors, soit on est très très capitaliste et matérialiste et on dit une opportunité pour se faire de l'argent, soit on est un peu plus rationnel et on dit une opportunité pour rebondir de cette crise. Après- Mais généralement, il y a un gain de la productivité à chaque fin de crise. Oui, absolument. Faut bien que l'économie se relance. Quand on a une crise, oui, on perd de l'argent sur le moment, mais j'ai envie de dire, on perd surtout du temps. Et ça, cette notion de temps, il faut vraiment l'intégrer au niveau de la bourse. Parce que voilà, la bourse, ce n'est pas un moyen fiable d'investissement sur un court terme. Ce n'est pas possible. Sauf Ou si alors c'est du réellement, loto. voilà, là on joue au loto, là on fait du trading. Moi, c'est pas mon objectif en fait. On rappelle que la majorité des traders sont négatifs, ou en tout cas ne perdent pas d'argent, mais font moins de rendement que si on Exactement. avait juste laissé notre argent travailler par la bourse elle-même. C'est ça. Je vous invite à regarder donc l'étude Spiva qui annonce donc que 90% en fait des traders, alors là ça confond à la fois professionnels comme particuliers, hein, 90% sous-performent le marché. C'est-à-dire que si le marché fait 10%, eux ils vont avoir un rendement à 8,5 ou 9. Vous gagnez de l'argent, oui, mais moins que ce que vous auriez pu faire en littéralement restant passif. On est
beaucoup trop connecté aux variations du jour, aux variations du mois, alors que si on entre en bourse, en dessous allez, je dirais 7 à 8 ans, ça vaut pas le coup. Là, vous D'ailleurs, allez faire du trading, là, vous allez jouer, vous allez faire du stock picking. Alors, stock picking, ça veut dire que vous allez choisir vous-même vos actions. Je reviendrai plus tard sur cette notion-là si on parle d'ETF. C'est y aller au petit bonheur à la chance. Alors que quand on regarde, encore une fois, historiquement sur le long terme, comme je disais, les bourses n'ont jamais baissé en fait. D'ailleurs, on mettra à l'écran, il faudrait que je la retrouve, je ne l'ai pas sous les yeux, mais une étude qui comparait les performances passées de la bourse et avec du coup des probabilités de perdre de l'argent. Sur un an, c'est à peu près du 50-50. Et plus on augmente, plus les risques de perdre de l'argent diminuent, jusqu'à à 15 ans. Donc si on investit sur 15 ans, on a moins de 1% de chance de perdre de l'argent. Alors ça reste des probabilités, ça reste des statistiques. Ça ne prend pas en compte les possibles crises, Voilà, bien ça ne prend évidemment. pas en compte les possibles crises, mais ça donne une image. Oui, voilà, absolument. Donc c'est pour ça, si on veut partir maintenant sur, ok, on va dire, ok Sandro, tu m'intéresses, maintenant la bourse, j'en fais quoi de ces infos? Voilà, voilà sur quoi on pourrait aller, c'est regarder ce que c'est un PEA et un CTO. On pourra y revenir soit maintenant, soit peut-être dans un futur épisode peut-être. Et en gros, ok, la règle c'est quoi? La règle c'est j'investis sur le long terme. On investit également jamais sans objectif. C'est-à-dire que, ok, je vais mettre 100 euros par mois sur je sais pas, un ETF MSCI World, Monde ou S&P 500, etc. Donc sur un panier d'actions, je diversifie, je On fais tout reviendra bien. après sur les ETF. Oui, oui, absolument. Je fais un peu ma tambouille. Sauf que si je fais ça pour rien, il y aura forcément un moment en fait, où on aura un biais cognitif. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que en fait, la pire chose qui puisse nous arriver pour faire une bêtise en bourse, c'est nos propres émotions en fait. C'est réellement le biais émotionnel. Et donc D'ailleurs, les meilleurs traders, en tout cas en moyenne, alors je parle beaucoup de moyenne en ce moment, Ouais. mais bref, en tout cas les meilleurs traders sont généralement les femmes, apparemment, puisqu'elles arrivent mieux à mettre à part les émotions. Alors je sais pas si c'est vrai. Alors En effectivement, tout il y a cas, des études qui sont sorties là-dessus. j'ai entendu ça. Effectivement. Après, il y a eu d'autres études qui disaient qu'elles sont beaucoup plus rationnelles. Elles prennent beaucoup moins de risques, c'est ce que je veux dire par là. Elles ont aussi ce caractère-là, Donc enfin, qui ressort dans peut-être les avoir des études. gains plus constants. Ah, mais absolument. Encore une fois, la notion de risque par rapport au gain, c'est la notion absolument principale et fondamentale hein, quand on est en bourse. C'est pas adapté, comment dirais-je, il y a un ratio qui n'est pas le même pour tout le monde. Et puis, encore une fois, en fonction de ses objectifs, on ne va pas chercher à aller dans telle ou telle classe d'actifs. Par exemple, si on a 40 ans et qu'on veut préparer la retraite, on va avoir une Je trouve ça un résistance au peu tard. risque bien inférieure à quelqu'un qui a 20 ans qui débute dans la vie active. Oui, Entre parce guillemets, qu'il aurait on la. peut faire des S'il erreurs perd au de début. l'argent à 20 ans, il a le temps de se refaire pour sa Exactement. retraite. Et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui va avoir 40 ans va plus partir vers des SCPI, va plus partir vers des obligations que sur des actions, on va dire, traditionnelles qui, elles, ont une volatilité, donc une fluctuation au cours du temps beaucoup plus importante. Avant de parler d'obligations, avant de parler de titres, moi, je voudrais revenir alors j'allais dire très succinctement, je pense que ça va être un gros morceau, mais sur les ETF dont on a parlé Ouais. très rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer, Ouais. surtout à nos auditeurs, ce qu'est un ETF et quel est l'avantage comparé à prendre des actions unitaires? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis, et ça revient un peu à ce que je disais juste avant. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on est en bourse? Ok, admettons, j'ai choisi un PEA, j'ai choisi un CTO, etc. En fait, je te coupe 2 secondes, Ouais. hein, désolé, mais en fait, c'est la réponse à la question. Tu as dit que l'émotion, c'était l'ennemi de la bourse. Oui. Comment faire pour enlever le plus d'émotion à l'investissement? Oui, oui, ok. Je voudrais juste introduire en fait pourquoi est-ce qu'on parle d'ETF, pourquoi est-ce que c'est intéressant, etc. Oui, je te laisse définir le terme. Donc en fait, une fois qu'on a entre guillemets ouvert son PEA, CTO, on se dit ok, mais j'entre dans la bourse, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où tu me parles justement de pourquoi choisir des ETF plutôt que choisir ses actions, faire du stock picking, ce que tu me disais, choisir unitairement ce qu'on fait. Alors en fait, on en vient justement au fonds d'investissement, au panier d'actions, dont les ETF. Alors ETF, c'est
Trade Fund, excusez-moi pour l'accent. T'inquiète pas, t'as un très bel accent. Alors son objectif, ça va être de répliquer un indice. Pour donner un exemple, on prend souvent l'exemple du CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Et en fait, on va évaluer leur performance. Et par exemple, si elles font 8% par an, eh bien, le tracker, donc l'ETF, va en fait suivre cet indice du mieux qu'il peut pour atteindre 8% de performance par an. Quels sont les avantages? Déjà, c'est un panier d'actions. C'est-à-dire que vous n'achetez pas l'action individuelle, vous en achetez un panier. Et par exemple, là où vous aurez, par exemple, je sais pas, besoin de 400 euros pour acheter une action d'une seule entreprise. LVMH, si on veut continuer sur le CAC 40. Par exemple, admettons qu'elle soit à 400 euros, ça veut dire que voilà, vous devez avoir un certain montant pour rentrer en bourse, pour acheter toutes les actions du CAC 40. Alors que pour ce même montant, vous pouvez acheter une action, on va dire, de type ETF, qui, elle, va répartir en fait directement le montant en pourcentage dans toutes les entreprises du CAC 40 en fin de compte. Pour vulgariser un chouïa, une action indépendante, on peut parler d'une certaine volatilité qui est élevée. Absolument. Sans rentrer dans les détails, plus la volatilité est grande, plus il y a de risques, c'est-à-dire plus il y a de risques à la hausse et à la baisse. Et un ETF divise cette volatilité par le nombre d'unités dans l'ETF. Globalement, par pondération, oui. Voilà, par pondération. Et du coup, ça réduit le risque et ça amène beaucoup plus un gain moyen. En fait, le gain, c'est la moyenne des actions qu'il y a dans le panier. Performance, oui. Voilà. En fait, l'avantage, disons qu'il y a plusieurs avantages. Là, j'ai parlé justement du prix d'entrée en fait pour la bourse. C'est-à-dire que tu as besoin d'un moins gros montant pour investir dans tout le CAC 40 que si tu les prends unitairement finalement. Maintenant, le deuxième avantage, c'est que c'est un indice qui est automatique en fait. C'est-à-dire que dans le CAC 40, il y a 40 entreprises, mais ces 40 entreprises, elles ne sont pas là éternellement. C'est-à-dire qu'il y a la 39e qui peut passer en termes de capitalisation boursière beaucoup plus haut que la 40e, et auquel cas la 40e est reléguée. Quel avantage ça a l'ETF? En fait, l'ETF, comme il suit l'indice, il va faire automatiquement les changements. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez, en reprenant l'exemple de la personne qui aurait choisi les 40, qui aurait acheté les 40 actions unitaires de manière unitaire, c'est pas lui de vendre une action puis racheter l'autre. Il n'a pas arbitré en fait. C'est automatique et c'est lui qui va chercher donc les 40 plus grosses capitalisations, donc avec la meilleure performance automatiquement. En fait, si tu me permets la métaphore, qui n'est pas de moi, hein, que j'ai vue sur Internet, mais que je trouve quand même très très intéressante, l'ETF peut être assimilé à un smoothie. D'accord. En fait, tu me donnes faim. Je sais. En fait, au lieu d'avoir, on va dire, un smoothie de 10 fruits, ça fait beaucoup. On va partir sur un smoothie de 3 fruits, banane, pomme, kiwi. Voilà, on va dire un truc comme ça. Au lieu d'avoir toute une banane, toute une pomme et tout un kiwi, pour faire nous-mêmes notre smoothie, on peut l'acheter chez le marchand. Il n'y aura pas forcément l'entièreté des 3 fruits, mais il y aura les 3 fruits à l'intérieur. Et dans les mêmes proportions. Et dans la proportion, oui, enfin, que tu veux. Qu'on aurait voulu déjà de base, exactement. Et du coup, ça permet d'acheter une fraction. Ouais. Alors la fraction de n'importe quelle grandeur, de l'action, c'est celle que tu veux, de ces 3 actions, et du coup de permettre l'entrée en bourse de plus petits capitaux pour les particuliers. Exactement. Et le troisième avantage. Alors, pour rappel, on avait dit la volatilité moindre, qui amène moins de risques. Exactement, je te remercie. Effectivement, en fait, comme c'est un panier d'ETF, en fait, tu diversifies. Alors, il existe des ETF thématiques, il existe des ETF à secteur géographique, il existe des ETF sur la taille des entreprises. Et en fait, ce que je viens de dire, c'est assez important de l'avoir en tête, en fait, parce que ce sont les 3 plus gros piliers de diversification. Il y a souvent l'adage que vous allez entendre si vous vous intéressez un peu plus au domaine de la bourse et de l'investissement par ce moyen-là, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, pour ce faire, vous allez diversifier par secteur d'activité, donc c'est-à-dire la tech, l'agroalimentaire, les minerais, le tierce. Alors, je compléterai juste, là c'est pour une stratégie de baisser le risque sur notre panier c'est l'objectif, d'actions. Finalement. Mais encore une fois, si quelqu'un veut prendre beaucoup de risques parce qu'il pense que ça peut lui apporter beaucoup de gains, il fait ce qu'il veut. Là, on parle pour une personne qui voudrait minimiser les risques pour maximiser le gain. Absolument. Après, l'objectif ici, c'est quand même de voir sur le long terme, de s'assurer la retraite. Si on arrive en se disant « je pense que ça va monter », vous êtes en train de faire du loto et du trading. Et l'émotion,
et du coup c'est négatif. Vous basez sur votre propre émotion. Et le souci, c'est que votre émotion, c'est pas la même la veille au soir quand vous êtes parti vous coucher et le matin quand vous vous réveillez finalement. Et également, ça veut dire aussi que vous allez stresser en regardant les infos, vous allez avoir un biais émotionnel. Et finalement, c'est ce qui se passe. Si tout le monde fonctionnait comme ça, on appellerait ça une bulle spéculative. C'est-à-dire que la courbe monte parce que tout le monde y croit. Par contre, pour certaines raisons que personne ne peut réellement définir sur le papier, ça va juste chuter parce qu'il y en a un qui va stresser, un autre qui va stresser, ils vont vendre, et ça fait effet le boule de neige en fait. Et donc en fait, ça ne se base sur rien de tangible. Alors que sur une action de base, ça va déjà se baser sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la capitalisation boursière. Enfin, c'est beaucoup plus solide en fait que juste partir sur des croyances. Donc c'est pour ça en fait les ETF, c'est un moyen de diversification. Et également, l'avantage, c'est que comme c'est automatique, les frais de gestion sont vraiment moindre en fait. Là où vous allez avoir des 2 à 4% avec un banquier, vous arrivez à des 0,1, 0,2% de frais. Et en fait, quand on regarde sur 10, 20 ans, si en se basant sur l'effet des intérêts composés, on se rend compte qu'en fait... La huitième merveille du monde d'après Einstein. Oui. Bon, c'est un peu du cherry picking, mais c'est quand même bien le rappeler. Et bien concrètement, en fait, si juste ces frais-là, c'est quelques pourcents, en fait, sur 20 ans, vous gagnez peut-être 30-40 000 euros. En fait, pour en revenir aux intérêts composés, imaginons que pendant 20 ans, tous les mois, on met 100 euros sur un ETF. Notre courbe d'argent qu'on a mis sur cet ETF est linéaire, c'est-à-dire qu'il augmente tous les mois de 100 euros. Exactement. Mais avec les intérêts composés, puisqu'on ne retire pas et on laisse travailler l'argent, le gain est exponentiel puisque les intérêts se cumulent. Exactement. Voilà, c'était pour expliquer oui, absolument, ce que tu avais dit. Effectivement, donc c'est justement l'intérêt des effets de l'effet des intérêts composés. Pardon. Il faut également ajouter une chose, je ne vais pas forcément m'étaler sur le sujet, mais c'est une chose à laquelle on est très vite confronté en bourse, c'est la notion de dividende. Quand on veut faire marcher les intérêts composés, on prend des ETF ou des actions capitalisantes. C'est-à-dire que le gain est automatiquement réinjecté. Alors, il est resté sur un synonyme qui est, je crois, utilisé plus sur des applications comme Trade Republic, c'est cumulatif ou non cumulatif. Voilà, mais si vous regardez du côté des ETF, en règle générale, on appelle ça capitalisant, mais c'est la même chose. Alors que les dividendes, en fait, on a l'image de tiens, on m'a versé 1 000 euros de dividendes, j'ai gagné de l'argent, alors qu'en réalité, vraiment pas. Il faut bien se rendre compte, c'est qu'en faisant ça, vous allez... En fait, l'entreprise, en versant des dividendes, elle va baisser son prix d'action unitaire. Exactement, en fait. Donc, en fait, c'est pas comme si que vous gagnez de l'argent, c'est plutôt comme si que vous en retiriez par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Là où vous allez avoir de l'argent, enfin gagner de l'argent, ça va être par rapport aux gains annuels. Par exemple, si l'entreprise verse des dividendes annuels, sur, on va dire, la performance de l'entreprise. Autrement dit, c'est pas capitalisant, vous n'avez pas l'effet boule de neige, et si vous faites ça, entre guillemets, sur 10 ou 20 ans, vous allez juste supprimer l'effet des intérêts composés, alors que... Après, rien n'empêche, mais du coup, ça fait juste de la gestion en plus de réinvestir ces dividendes. Mais du coup, à ce niveau-là, autant prendre du cumulatif. Exactement, sauf que vous perdez même de l'argent avec les dividendes, parce que vous êtes taxé sur les dividendes. Alors que si c'est La capitalisé... taxe on le rappelle, qui est passé de 30 à 31,4%. Exactement. Et on a pris 1,4 2026, c'est tout récent. depuis le 1er janvier de cette année. Ouais. En fait, cette flat tax, donc, elle est composée de deux choses, les cotisations sociales et l'impôt. Et en fait, c'est sur les cotisations sociales que ça a été augmenté, sachant que sur les enveloppes fiscales type assurance vie ou PEA pour plan épargne action, la partie d'impôt est défiscalisée. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un certain temps. Au bout de 5 ans pour le PEA, au bout de 8 ans pour l'assurance vie, vous avez cette défiscalisation-là. Par contre, les prélèvements sociaux qui, eux, ont augmenté, ça, par contre, vous les paierez toujours. On était du coup sur les ETF, qui sont un des aspects de la bourse pour diminuer le risque. Oui. Est-ce que tu peux nous citer, par exemple, un ETF, pas forcément un seul, une tripotée d'ETF par exemple qui sont assez connus, pour donner une idée de quoi rechercher pour les gens qui seraient intéressés. Bien sûr. Par ton discours magnifique. Alors concrètement, ceux qui vont ressortir constamment sur Internet, ça va être le MSCI World. Donc en fait, ça va être les 1500 plus grosses capitalisations boursières mondiales. C'est un très bon indice, c'est par là, je dirais, par là que je commencerai. Mais il faut bien se dire que oui, c'est 1500 capitalisations boursières mondiales. Donc
c'est quelque chose de diversifié sur le secteur géographique. Mais enfin, il y a une très grosse part qui est prise par la tech et la tech américaine, Effectivement, malgré tout. je voulais y arriver à Mhm. cette information en passant par le S&P 500. S&P 500, oui. Mais du coup, tu m'as devancé. En fait, comme c'est pour expliquer pourquoi est-ce que c'est prédominant les entreprises américaines, la tech américaine et en général les entreprises américaines sont extrêmement valorisées par rapport aux autres pays du monde. Et puisqu'on regarde juste dans le monde les 1500 plus grandes, généralement c'est des entreprises américaines. Et c'est dans la tech surtout. Et dans la tech. Comme d'ailleurs les 7 merveilleux que sont, je vais peut-être pas tous les citer parce que je les ai pas en tête, mais Amazon, Google, Apple, voilà, Microsoft. Probablement Nvidia maintenant. C'est vrai, qui est la plus valorisée du monde Oui, d'ailleurs, ah oui, très clairement. et Oui. de l'histoire. Après, donc là, oui, c'est vrai, tu as parlé du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières Américaine, cette fois. américaines. Tu as le Nasdaq 100. Alors là, tout ce que je dis, ce ne sont pas réellement des ETF, hein. Ce sont des indices. En fait, les ETF, bah, ça va être d'une entreprise, par exemple, Amundi, iShares, qui est donc la branche de BlackRock spécialisée dans les ETF. Pour un peu tout synthétiser, et pour expliquer, alors si j'ai bien compris, tu me Oui, reprends bien si sûr. j'ai dit des bêtises, on a des entreprises qui émettent un titre de regroupement d'actions, et ce titre de regroupement d'actions, on appelle ça un ETF. Exactement. Mais par exemple le MSCI World, c'est un indice qui peut être émis par plusieurs entreprises. Absolument. Et du coup, on peut avoir le MSCI World, alors qui reviennent quasiment au même, mais ça dépend juste de l'entreprise qui l'émet. On peut avoir MSCI World de iShares, on peut avoir MSCI World d'une autre entreprise. De Amundi, etc. Voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus à l'indice. En fait, ce qui va différencier, c'est la capacité de l'ETF à traquer l'indice. En fait, selon les entreprises, ça va être plus ou moins performant. Parce qu'encore une fois, l'ETF n'achète pas les actions, il réplique l'indice. Et donc, en termes d'indices, on a parlé du MSCI World, on a parlé du S&P 500, le Nasdaq 100, qui sont les 100 plus grosses capitalisations américaines de la tech uniquement. En Europe, on va avoir donc le CAC 40 en France, l'Eurostock 600, donc les 600 plus grosses capitalisations européennes. Je Alors, pense il que me semble, je ne connais pas Ouais. forcément les noms, mais il y en a aussi en Asie ou Absolument. Il y a même des ETF qui sont spécialisés dans les pays émergents, en fait, d'une manière générale. qui peuvent, enfin Qui après performent encore une fois, il y a bien plus en de soi. risques, mais potentiellement plus de gains, Oui. qui sont en développement, et du coup on espère en développement aussi boursier, qui normalement serait corrélé à son développement économique. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces produits financiers sont extrêmement régulés et de ce fait, en fait, il est obligatoire pour le mettre sur le marché de donner un certain nombre d'informations. Donc il existe un certain nombre de documents. Je vous invite à vous renseigner un peu de votre côté là-dessus, mais il y a des documents en fait qui sont, comment dirais-je, formatés. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes informations, quelle que soit l'entreprise, quel que soit l'ETF, vous allez avoir les mêmes informations, à savoir le niveau de risque, qui le fait, les frais de gestion, etc. Dans le même ordre, c'est un template en fait, finalement. Donc c'est aussi à ça qu'on peut se raccrocher parce que finalement, comment est-ce qu'on choisit un ETF plutôt qu'un autre? Ça va être aussi par ça. Maintenant, encore une fois, il faut regarder la répartition géographique, sectorielle, donc la tech, la santé, etc., le tertiaire, et la taille des entreprises. Voilà. Ce sont les trois piliers de diversification qu'il faut absolument mettre en place. Sinon, on s'expose concrètement à un risque beaucoup trop grand vis-à-vis soit de l'actualité, soit de l'avancement de la recherche, ou même de votre propre biais émotionnel. Pour du coup rebondir sur toute cette partie avec la bourse et sur le fait que la diversification de nos actifs, c'est bien pour se prémunir du risque. Quelles sont les autres méthodes, par exemple, que la bourse pour se créer un capital? Autre que la bourse. Alors en soi, dans la bourse, déjà, il y a plusieurs choses, hein. On parle d'actions, obligations. Voilà, il y a Il y a aussi les titres ou les obligations. dont les bons du trésor, qui sont Ouais. des obligations délivrées par l'État. Mais il faut avoir confiance en l'État. Et donc, la suite. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, on va dire sur l'Amérique ou la France ou les pays développés, voilà, on va pas faire de politique maintenant, peut-être On sur va un autre éviter. épisode. Voilà, sur les pays développés, généralement, il n'y a pas trop de risques, l'État va payer. Et d'ailleurs, c'est reflété par l'indice, donc triple A, double A, et après ça descend. Et sur des pays qui ne sont pas forcément développés ou qui ont une moins bonne note, ça veut dire que l'État, on a moins confiance en l'État qui
du coup redonnerait une rétribution sur chaque titre. Exactement. Voilà. Après, il y a aussi, là par exemple, pour ce genre de cas, il y a aussi d'autres facteurs limitants. Par exemple, la dette publique. La dette publique a tendance à avoir un impact quand même sur tout ce qui est obligation étatique. Maintenant, pour revenir à ta question principale, ok, bon, la bourse, j'en ai entendu parler, j'ai pas spécialement envie de m'y mettre, ok. Il y a les SCPI, qui sont donc ce qu'on appelle de la pierre papier, qui concrètement, en fait, c'est comme si que vous investissez dans une énorme gestion locative. C'est-à-dire que vous investissez dans l'immobilier, dans une entreprise qui va avoir des dizaines et des centaines de biens, qui va recevoir les loyers et qui, proportionnellement à votre investissement, va vous rétribuer un rendement. L'avantage, c'est qu'en fait, s'il y a un loyer d'impayé, en fait, parmi la masse, vous n'allez presque même pas le sentir en fait, dans votre rendement. Il me semble que pour donner des chiffres, il y a à peu près 5% des loyers en France qui sont impayés. 5%, admettons qu'on rétribue ça à une SCPI, 5% des loyers impayés, ok, vous avez une baisse de 5%. Maintenant, si vous achetez un immeuble qui a 2 appartements, Ou il y en alors, a un qui avant ne d'un paye pas. immeuble, juste un appartement. Oui, un appartement. Voilà. Un appartement, le locataire ne paye pas, vous avez une perte de 100% en fait. Et surtout, vous avez des difficultés à rembourser les emprunts, par exemple. Vous avez les emprunts, vous avez également tous les problèmes qui peuvent arriver avec le locataire, Avec dégradation. Même si oui, les le nouvelles squat, lois mais- 2026 ont, il me semble qu'il y a une loi qui maintenant permet d'un peu plus l'expulsion des squatteurs. Oui, à moins 72 heures, oui, de mémoire. Voilà. Mais ça reste Effectivement. compliqué. Oui. Un petit tips pour les... putain, je parle en franglais. Un petit tips pour les propriétaires. On parle des problématiques d'expulsion de squatteurs. Le squat est très facilement enlevé du domicile si on fait un bail chez le notaire. Ouais, c'est Et vrai. là, c'est du coup, comme c'est un papier officiel et pas un papier entre le propriétaire et le locataire, Ouais. qui est les bails communs dans 99% des locations, Mais- comme il est fait devant un notaire, il y a une preuve et le juge donne directement l'autorisation pour expulser le squatter. Exactement. Alors, tu parles Ça coûte 500 € à peu près. tu parles d'un contrat entre propriétaire et locataire, mais même si en fait on a une gestion locative entre les deux, ça ne marche pas. Il faut absolument partir chez le notaire. Alors effectivement, c'est un coût supplémentaire, c'est certain. Enfin, j'avais Mais dit 500 €, c'est environ un loyer, pour Ok. être plus exact. D'accord. Mais ça dépend totalement de ton appartement, du contrat. C'est Évidemment. au cas particulier, mais c'est à peu près ces eaux-là. Voilà, donc c'est après c'est à chacun de voir ça, mais c'est un coût supplémentaire, c'est sûr, mais vous achetez quand même une tranquillité derrière, quoi. Ça c'est certain. Donc effectivement, il y a le système donc de pierre-papier où vous vous occupez pas du logement. Concrètement, vous c'est réellement un investissement passif. Il y a par exemple Louvainvest qui fait des SCPI, enfin pas que d'ailleurs, hein, il y en a même beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose qui prend aussi, qui a pris de l'ampleur, qui continue tranquillement malgré les crises de l'immobilier. Ça, on continue quand même à avoir des rendements corrects. Et après, l'immobilier, voilà, on va dire le placement que les Français ont autre que l'assurance vie, c'est directement dans la pierre ou dans Et le puis neuf. surtout en France, alors c'est moins vrai dans d'autres pays, mais là on se focalise sur les Français, ont une très grande confiance en la pierre. Et oui, et pas forcément à juste titre. Parce que lorsque j'avais fait un petit travail sur ça, il n'y a pas si longtemps que ça, sur l'évolution du neuf par rapport à l'ancien, selon les villes, la pierre a pris moins de valeur que le neuf en l'espace de 5 à 10 ans. Alors quand je dis par rapport au neuf, c'est-à-dire en termes de rendement locatif ou de rendement à la revente, par exemple le neuf, un bien est considéré comme neuf s'il est vendu dans les 5 ans après sa construction. Après, quand tu dis qu'il y a moins de rendement, voilà, c'est toujours corrélé au risque. Généralement, on va dire, on avait parlé des 5% de loyer impayé, le risque est quand même pas relativement faible, mais est mesuré. Oui, absolument. Puis il y a de plus en plus de garanties, hein, notamment à travers des garants, finalement, pour tout ce qui est... voilà. D'ailleurs, un autre petit tips, on peut avoir comme garant l'État pour c'est certains Visal. locataires, notamment les étudiants ou les personnes en précarité, ce qui peut s'avérer très utile. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Absolument. Sur l'immobilier, l'avantage, c'est que derrière, c'est clé en main. C'est-à-dire que vous avez votre logement et que le jour où vous voulez récupérer votre logement parce que voilà, vous avez besoin de cette sécurité d'avoir un toit sur la tête, vous l'avez en fait. Hein. Alors qu'en SCPI,
Vous n'êtes jamais propriétaire réellement de rien, si ce n'est de titres ou voilà. Après, pour le coup, ça reste un investissement sur le long terme et c'est pas très liquide. C'est-à-dire que si on en a besoin, si on a besoin du capital dans le mois, bah, c'est pas possible. Ce qui est le désavantage comparé à d'autres types d'investissements. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un très bon point. La liquidité, en bourse, en fait, vous l'avez. En bourse, vous l'avez, voilà, vous voulez vendre, c'est un clic, Bon, alors, un appartement. on parlera pas des cas spécifiques comme avec le cas GameStop. C'est un cas très On particulier. appelle ça on une va bulle dire. spéculative, hein. Oui, voilà. On Dans y revient. 99% des cas, c'est liquide. Si on veut vendre ou si on veut acheter, il y a de l'offre Oui, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. exactement. Alors que c'est vrai que sur l'immobilier, bah, c'est pas là en claquant des doigts ou en 15 secondes que Voire même voilà. c'est en se précipitant qu'on peut perdre beaucoup d'argent, puisque Exactement. du coup l'acheteur peut jouer sur ce levier pour négocier le prix à la baisse. Absolument. Néanmoins, il n'en est pas moins que effectivement l'immobilier reste un bon investissement, je pense. Maintenant, il y a plusieurs choses à voir. Pour, La crise démographique. alors, la crise démographique, c'est même pas ce à quoi je pensais, tu vois. C'est plus la loi de rénovation énergétique. Euh, C'est-à-dire que, en fait, pour quand on... rappeler, Ouais, la location ne peut pas se faire sur des appartements ou des maisons qui sont au plus bas échelon de de type la classe performance. G, ouais. Voilà. Alors ça c'est une problématique que les gens qui ont acheté ont actuellement. Après pour un investisseur qui connaît la problématique, c'est relativement simple de s'empêcher d'acheter des passoires thermiques, voilà, pour dire les termes. Absolument, absolument. Mais peut-être que du coup, la demande se focalise sur les bons DPE et du coup augmente le prix, ce qui peut être positif pour les propriétaires actuels des bons TPE et négatif pour les propriétaires actuels des mauvais DPE. Donc c'est un peu, moi aujourd'hui, ce qui me freine vis-à-vis de l'immobilier, ça va être ça. Ça va vraiment être ça, c'est de me dire, ok, mais ça veut dire que si je dois engranger des travaux tous les 5 ans, et puis là on parle pas de petits travaux, on parle pas Oui, c'est voilà. plusieurs milliers d'euros. Et c'est surtout, c'est du temps. Un pourcentage très important C'est- du capital Exactement. de la maison. Exactement, donc au final, ça veut dire que sur 5 ans où moi je vais avoir récupéré, on va dire, du coup 5 x 12, 60 loyers, s'il y en a 30 qui partent dans la rénovation, ou même 20, enfin, je veux dire, sachant que derrière, il y a les taxes foncières, il y a les crédits à payer, il y a également toute dégradation, parce que ça arrive, il y a la vétusté, la remise en état. Enfin voilà, donc en règle générale, enfin, moi c'est ce qui me bloque aujourd'hui avec l'immobilier, même si c'est quelque chose voilà, que j'apprécie pas mal. À titre personnel, si je dois investir, ce sera dans la bourse et dans les SCPI concrètement, à l'heure actuelle. Même si l'immobilier, encore une fois, ça peut être un bon levier, parce que justement, on peut faire effet de levier grâce au crédit Oui, banque. D'ailleurs, les levier SCPI, bancaire du coup. cet effet de levier par crédit bancaire est possible pour les SCPI. C'est-à-dire que même si en soi, il n'y a pas réellement enfin, vous n'avez pas un habitat, un appart ou autre pour vous, même si ce n'est entre guillemets que de la pierre papier, vous pouvez faire un crédit à la banque pour investir là-dedans. Alors que vous ne pouvez pas réellement faire un crédit à la banque, hormis crédit à la consommation, pour investir en bourse, je veux dire de manière traditionnelle. Et de toute façon, s'il vous plaît, ne faites pas ça. On va éviter de prendre un crédit pour aller en bourse quand même. Au contraire, ce sont des économies qu'il faut faire en fait. Et si on veut vraiment être assidu, si on veut vraiment bien investir en bourse, il ne faut pas oublier qu'en gros, la règle d'or, c'est je commence ma première dépense du mois en investissant et je continue le reste du mois avec ce que je reste, ce qui me reste. Alors, non pas, enfin, pas investir plus que ce qu'on Non, bien sûr on que peut, non. mais bien sûr. Mais du coup, commencer par l'investissement. Comme ça, on se fixe un. De toute façon, comme on a dit, c'est liquide. Donc, s'il y a vraiment besoin de l'argent, on pourra toujours vendre. Mais du coup, on se fixe un montant d'économie. Et du coup, puisque c'est en début du mois, on est sûr de pouvoir le faire. En fait, ça permet d'être beaucoup plus constant. Vous êtes beaucoup plus constant et c'est aussi une sérénité. Parce que si vous commencez à mettre pendant 4 mois 20 euros par mois, vous allez vous poser la question de savoir si ça vaut le coup de continuer. Et au final, vous allez perdre votre objectif. Ce qu'on appelle du DCA, mettre sur Dollar une costing période de average. temps fixe, Exactement. toujours la même somme fixe d'argent. On a parlé de la bourse, on a parlé des ETF, on a parlé de la pierre, on a parlé d'autres moyens pour investir sur la pierre indirectement. Oui. J'aimerais finir, ou en tout cas dans la partie investissement, sur les matières premières. Ouais. Notamment, du coup, on avait dit l'or, Mhm. qui peut être une valeur refuge, notamment en cas de crise, Ouais. et c'est dans l'actualité. Un petit peu, oui. Un petit peu. Est-ce que tu aurais des choses à dire sur cette classe d'actifs ?
Sur les métaux précieux, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, on a atteint des niveaux historiques. Et il n'y a pas que l'or, hein. Il y a l'argent, le platine, le cuivre. Voilà, ça, ce sont des cours qui ont vachement augmenté. Et c'est vrai que l'or, historiquement, c'est un peu l'investissement bon père de famille qu'on aime bien faire. L'argent est pas mal aussi. Ça a ses fluctuations. Est-ce que c'est le meilleur investissement en termes de performance? Je ne crois pas. Si aujourd'hui je constitue un portefeuille diversifié d'ETF, parce qu'il existe aussi des ETF, on va dire, matières premières. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si je pars sur un portefeuille diversifié d'ETF, tout ce qui est MSCI World, tout ce qui est matières premières et secteur géographique en fait. Pour compléter ce que tu as dit, en fait, l'or et en général les matières premières, dont les métaux précieux, sont des valeurs refuges. C'est-à-dire qu'en cas de crise, ces valeurs augmentent et la bourse baisse. Oui. Et en temps calme, c'est l'inverse. L'or stagne, on va pas dire qu'il baisse, mais stagne, et la bourse augmente. Oui. Ce qui permet, du coup, en ayant les deux dans son portefeuille d'investissement, de pouvoir pallier justement les crises. Une dernière classe d'actifs dont on n'a pas parlé, ça peut être les crypto-monnaies, Effectivement. avec le Bitcoin en tête et l'Ethereum pas très loin derrière, pour les deux représentants phares. C'est très volatile, hein, c'est certain. En tant que premier investissement, pour moi, la crypto-monnaie, c'est à effacer en fait. Dans le sens où, pour moi, dans un portefeuille d'actions, il vaudrait mieux ne pas utiliser plus de 5% en fait, de tout son capital vers la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Encore une fois, je me base sur l'ancienneté, même si encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Malgré tout, on a 150 ans d'expérience sur la bourse, on va dire, de New York, et on a 25, 30, même pas 30 ans d'expérience dans la crypto-monnaie. 2011, il me semble, le Bitcoin 2011. Alors le Bitcoin peut-être, mais la crypto-monnaie est plus ancienne que ça en soi. Et on a vu une ascension fulgurante, une descente aussi un peu fulgurante. Et bah justement, en fait, Et bon, c'est bien remonté, mais bon. C'est très volatile. Oui. Après, encore une fois, comme il y a beaucoup de volatilité, il y a aussi beaucoup de gains potentiels, beaucoup de pertes potentielles. Exactement. C'est beaucoup plus risqué. Malgré tout, si on a confiance, alors ça sera sur une conviction personnelle, si on a confiance dans les crypto-monnaies, ça peut être, alors pas pour un titre principal, mais ça peut être un titre secondaire ou tertiaire intéressant dans son portefeuille. Oui, pour moi c'est bien de tenter, mais au-delà de 5%, pour moi c'est un peu trop joué. On peut jouer un peu dans le sens, enfin jouer, on peut parier, parce que pour moi la crypto-monnaie ça reste du pari, hein. Il n'y a aucun fonds tangible en fin de compte, hein, aucun pilier sur lequel se raccrocher. Donc on peut, oui, tenter. Maintenant, voilà, c'est en premier investissement pour moi c'est une bêtise. J'aimerais finir ce podcast, qui a été très intéressant, d'ailleurs au demeurant, je te remercie de ton intervention, Bon, franchement, c'était très sympa. Oui. par un petit jeu, si tu me permets, et je vais t'expliquer les règles. Imaginons, Tu me fais très peur. ne t'inquiète pas, n'aie pas peur et confiance. Imaginons que je te donne 10 000 euros, Ok, ouais. là, à l'heure actuelle, aujourd'hui. Ouais. Alors, je vais pas te le donner véritablement parce que Ah, j'ai pas mince, cet argent sur j'arrête de mon jouer. compte. Mais imaginons que 10 000 euros, tu dois les placer Ouais. dans l'investissement. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous donner, et je donnerai aussi mon avis, comme ça, à la RDD qui sera en novembre prochain, donc on aura quand même, il me semble, un peu plus de 9 mois. Oui. Enfin, on va dire 6 mois 6 à 8 mois, oui. 6 à 8 mois RDD, c'est pour d'investissement. remise des diplômes, hein, je précise. Comment ? RDD, c'est pour remise des Oui, diplômes. excusez-moi, oui, Mais, je parle un peu trop en acronyme. Est-ce que tu pourrais nous donner ton investissement avec 10 000 euros Ouais. à faire sur cette période de temps? Alors, on le rappelle, c'est une période de temps très courte pour la bourse. Normalement, ce serait sur plusieurs années, voire quelques décennies, l'investissement. On l'a rappelé. Mhm. Donc, à tout moment, on peut perdre de l'argent sur notre investissement théorique qu'on va faire, mais ça peut être un jeu assez intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire sur quel titre, sur quelle action, sur quel ETF, sur quelle matière physique tu investirais ces 10 000 euros, en quelle proportion? Et du coup, je ferai de même pour, à la remise des diplômes, voir qui a gagné. Pour commencer, déjà 10 000 euros, la pire chose à faire, c'est de tout mettre d'un coup. C'est de tout mettre le premier mois.
Si vous voulez lisser le risque et lisser les fluctuations, vous en mettez un petit peu tous les mois. Vous allez également baisser votre performance, mais vous limitez grandement le risque. Ça, c'est un truc que alors, je savais, mais que j'ai compris sur des cours de trading que j'ai eu en Allemagne. C'est hyper important en fait, de le faire au fur et à mesure, justement pour limiter la volatilité, en fait, l'impact de la volatilité. Donc première chose à faire, je ne mets pas 10 000 euros d'un coup sur un portefeuille, aussi diversifié que soit-il. Il ne faut pas oublier que le temps... 10 000 euros sur le rouge, les jeux Allez. sont faits, rien ne va plus. Je ne mettrai absolument pas 10 000 euros sur un portefeuille aussi diversifié qu'il soit, parce qu'il ne faut pas oublier que le temps est le facteur le plus important en bourse, plutôt que le montant qu'on y investit. D'où la contrainte de ce... Enfin, on va dire c'est pas très De commencer réel. tôt. Oui, on n'a que 6 mois, 8 mois, 9 mois d'investissement là, sur ce jeu. Donc bon, ça reflète pas vraiment les performances de la bourse. Mais ça reste quand même intéressant de voir. Voilà. Donc comment est-ce que je m'y prendrai? Alors déjà, il faut aussi informer sur ce sujet-là. J'ai un profil plus offensif, donc je suis à 6 sur 7 en termes de résistance au risque. Autrement dit, mon portefeuille, ce serait concrètement à peu près 80% en actions, concrètement. Ce que je veux dire par là, c'est que je mettrais peut-être 70-80% sur la bourse, en pensant plus à long terme plutôt que sur 6 mois. Ça serait très drôle d'arriver dans 20 ans. dans 20 ans et de repenser, de se réécouter avec un bon cigare et un bon scotch un bon le podcast. Ouais, c'est vrai, ce serait très drôle. Mais du coup, voilà, c'est donc 80% sur la bourse. Dans cette bourse-là, je mettrai encore une fois 80% sur des ETF. Donc ETF actions, je parle, MSCI World, pays émergents et sur les matières premières notamment. Et 20% en SCPI. Donc là, partir vers la pierre-papier, partir vers l'immobilier. Et à ce moment-là, avec des rendements de 4 à 5% également. Si ce n'est plus d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des SCPI qui font plus. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec 10 000 euros, c'est compliqué d'avoir de l'investissement immobilier. Vous ne pouvez pas. Oui, voilà. Vous ne pouvez pas. À la limite, vous avez un ticket d'entrée en termes d'apport, mais derrière, vous ne pouvez même pas faire d'effet de levier ni quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai pas spécifié. Je fais un 80-20. C'est vrai que par exemple, là, j'ai pas parlé de crypto-monnaie, j'ai pas parlé d'or, on va dire physique. Pour un début, je m'orienterai plus vers cette typologie-là de portefeuille. Voilà le panier que j'aurai. De toute façon, il y a le graphe qui s'affiche sur l'écran de la répartition. Donc c'est ce que je ferai. Après, encore une fois, je ne suis pas expert. Je m'intéresse simplement au sujet et j'ai mes sources. Donc mes sources d'ailleurs sur lesquelles je me fie le plus. Tu me les enverras. Ouais. Tu me les enverras au futur. Oui, effectivement. Je les mettrai à l'écran tout au long de cette entrevue. Donc concrètement, ce sur quoi je me rattache pour moi me former, ça va être Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir, qui est un ancien ingénieur donc, qui a été diplômé de Supaéro, qui a été d'abord ingénieur IA avant d'ouvrir son cabinet en gestion de patrimoine. Et ensuite, il y a Mounir donc, de Finari, et il y a également Louvainvest, voilà, qui eux, sur tout ce qui va être SCPI. Voilà, globalement, on va dire les trois axes majeurs. Tous sont certifiés, hein, tous ont leur certification AMF, c'est-à-dire que je ne me base pas sur des influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous font croire qu'il y a des schémas qui se répètent sur la bourse et qui permettent de prédire l'avenir. Ça fait partie du trading. Exactement. Si des gens, ça peut les aider à analyser certains titres, tant mieux pour eux. Moi, je pense que on n'est pas là pour trader, on est là pour investir. Donc voilà un peu mon portefeuille. Mais je suis curieux d'écouter ce que tu as à me dire. Merci pour cette petite question. C'est une transition toute trouvée. Personnellement, je prendrais en compte la situation géopolitique parce que forcément c'est obligatoire puisque la bourse est le reflet des convictions de chaque investisseur. Si on n'a pas confiance, généralement on vend. Si on a très confiance, on achète, ce qui impacte le prix d'une action par exemple. Si une entreprise fait donc tu te bases sur le biais émotionnel du coup? Je me base, mais pas sur le mien, sur l'avis général de la population. Par exemple, l'or augmente parce que la population a peur et les temps sont incertains. Donc c'est un sentiment mais qui est commun à tout le monde, qui impacte le prix d'un titre. Donc
Je pense que déjà si on part sur les pourcentages et les types d'obligations, enfin les types d'investissement, je pars sur 60% en actions, 20% sur de l'or. De l'or physique. Physique, oui, parce Donc que tu achètes l'or directement, avec 10 000 euros, tu mets 2 000 euros, sur de ou l'or. tu vas acheter de l'or physique. Ok. Je pense quand même le Bitcoin a extrêmement baissé ces derniers temps. Il me semble qu'il a fait quasiment moins 50% depuis son ATH. Je pense que je mettrais 10% des 20% restants sur le Bitcoin. Ok, ouais. Sur un malentendu, de toute façon on est là pour un jeu, sur un malentendu ça peut augmenter sur les 9 mois qui restent. Et de toute façon j'ai confiance, alors ça reste qu'une conviction personnelle, j'ai confiance en Bitcoin pour réaugmenter dans le futur. Peut-être que dans 20 ans, quand on retrouvera ce podcast sur YouTube, j'aurais fait un très mauvais pari ou un très bon pari, on ne sait pas. Et les 10% restants, peut-être sur un autre actif physique, l'argent, pourquoi pas. Donc on avait dit 20% sur l'or, 10% sur l'argent, 10% sur le Bitcoin et 60% d'actions que je mets sur, dans les 60%, 50% MSCI World, 30% CAC 40, 20%, allez je vais dire S&P 500. Je sais qu'avec le MSCI World, le S&P 500, je suis très exposé américain. Je pense qu'avec le Venezuela et la guerre en Iran, les entreprises américaines vont augmenter. Voilà, donc c'est ma Après, take. chacun son pari. Chacun son Je pari. trouve le tien très risqué. Et je sais. Très sincèrement, Je sais. Ça reste un exercice. Je me dis que oui, je peux. J'ai pas 10 000 euros à perdre. Oui, j'ai pas 10 000 euros tout court dans l'exercice, actuellement. ça se tient. Et du coup, puisque c'est un exercice, je me permets d'avoir un peu plus de risques. Ouais. Il me semble d'ailleurs qu'il y a des applications sur Internet qui permettent d'investir fictivement pour voire même pour faire du trading fictif. FTS realtime.com. Voilà, si ça vous intéresse. Écoute, merci Sandro. Merci Mathis. Ça a été très dense, très long. Je pense que ça reste intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu. Encore une fois, il y aura du taf de montage et de sourçage à l'écran. Comme on dit, force et honneur. Simplement, merci Maximus. Voilà, c'est vrai que c'est très dense. Je pense que ce qu'il faut bien que les gens aient en tête, c'est qu'encore une fois, on est 2 étudiants et on n'est pas étudiants en finance. Étudiants pour pas longtemps encore. Hein. Oui, on l'espère. Je l'espère, effectivement. Et on s'intéresse simplement au sujet. Il faut vérifier ce qu'on a dit, même si voilà, les chiffres qu'on donne sont pour la plupart sourcés. Ce que tu veux dire, c'est ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'on dit. Exactement. Remettez ça en perspective. Exactement. Faites-vous votre propre avis. Non, le tout, c'est de voir un peu comment les gens se retrouvent par rapport à ce qu'on a dit. Et même avoir l'avis, en fait. Hein, faut pas hésiter à donner un commentaire si vous en avez l'opportunité. Donnez votre avis sur, alors à la fois les croyances, sur ce qu'on a dit. Corrigez-nous si on a fait une erreur. Dans le respect. Et puis, critique constructive toujours. Je connais les gens sur Internet, ça peut très vite s'emporter. Exactement. Donc voilà, enfin, les insultes loin de là. Dans tous les cas, écoute, merci Mathis. C'était très intéressant vraiment d'échanger sur le sujet. Et puis on se retrouve peut-être pour un prochain épisode. Peut-être, et je l'espère. Au revoir. La bise.